Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On a préparé avec Paul cette session. On s'est posé la question de savoir justement si on allait avoir pas mal de personnes et des personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas Power BI d'ailleurs. Donc, seconde question sur le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Power BI parmi vous? Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Débutant. Pas du tout. Donc voilà, on a quelques personnes, on a pas mal de débutants, on a des premières fois et des personnes qui ne connaissent pas du tout. On a un avancé. Très bien. Alors pour ne pas perdre personne, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire en quelques minutes, mais très très rapidement, une introduction. On a un challenge, faire un Power BI en 3 minutes, vous expliquer ce qu'est Power BI et quels sont les outils dont on va vous parler. Ça ne vous permettra pas d'être expert en Power BI en 3 minutes, mais ça vous permettra d'avoir des repères par rapport à ce qu'on va vous expliquer et ce qu'on va vous présenter. Donc c'est parti, Power BI, c'est quoi? C'est un outil d'analyse de données. On parle beaucoup, on présente souvent Power BI comme un outil de reporting ou un outil de data vise. C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil qui permet en effet de créer des reports à partir de vos données, mais de créer des reports interactifs d'analyse de données. Pour ce faire, on a un outil principal, une brique principale qui s'appelle le Power BI Desktop, qui est l'outil qui va permettre de bâtir les rapports, de construire les modèles de données et ensuite de les exposer, donc de partager ces rapports dans un portail web qui s'appelle le Power BI Service. Donc on va pouvoir partager les données, consulter les rapports qui sont partagés. Et si on a une application, si on a un téléphone mobile, on a la possibilité, via une application mobile, de consulter également une version mobile de nos rapports. Comment concrètement on va construire ces rapports? On va les construire en 3 phases. On a toujours une première phase dont on va vous parler abondamment ce soir, c'est une phase de préparation de données. Donc, on a au sein du Power BI Desktop, on se connecte à une ou plusieurs sources de données. On requête ces données, donc on va charger les données en mémoire, on va bâtir un certain nombre d'étapes de transformation, de préparation de données, de nettoyage de données. Et ces étapes, on va les bâtir dans une fenêtre qu'on appelle l'éditeur Power Query. On en reparlera assez souvent et vous verrez assez souvent l'éditeur Power Query dans la soirée et dans nos meet-ups. Derrière, il y a du code qui est généré, qui est en langage M. Il n'y a pas besoin de connaître le langage M par cœur, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a du code derrière cet éditeur interactif. Une fois que la préparation de données est faite, les données sont chargées en mémoire et on crée ce qu'on appelle un modèle de données à partir de toutes les données chargées qui constituent des tables. Donc concrètement, là aussi, on va faire des liens entre les tables, on va bâtir de nouvelles mesures calculées et on utilise un langage qui s'appelle le langage DAX et qui nous permet de rajouter de l'information et de rajouter de l'intelligence là aussi à partir des données brutes. Et puis, dernière étape de notre Power BI en 3 minutes, une fois qu'on a nos données qui sont exposées, on va aller dans la partie éditeur de rapport. On a une palette de visuels qui sont à disposition et on va construire un rapport interactif basé sur le modèle de données. Donc on a en gros une palette de visuels et une liste de champs et de tables, et à partir de là, on va construire le rapport et ensuite le partager. Donc ça, c'était un aperçu hyper rapide de ce qu'est Power BI. Ça vous permet d'avoir une première vision de ce qu'on va pouvoir vous montrer ce soir. On démarre toujours par une première partie qui est l'actu du Club Power BI et la présentation du Club Power BI, donc pour les nouveaux. Plutôt que de vous parler pendant de longues minutes du Club Power BI, il y a une URL à connaître, c'est clubpowerbi.com. Vous allez y retrouver tous les liens vers nos meet-ups et vers les futurs meet-ups qu'on va organiser. On vous en reparlera. Vous avez un lien également sur notre chaîne YouTube
dans laquelle on publie l'intégralité des meet-up que nous avons déjà réalisés. Donc, vous pouvez revoir ce meet-up ainsi que les précédents en replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez également un forum, et ça, c'est un point important. C'est un forum de discussion hébergé par le site du Power BI User Group, et c'est un forum dans lequel vous allez pouvoir échanger donc avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs de Power BI, débutants ou experts, et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez sur le produit. Donc, ça vous permet de ne pas être bloqué, d'avancer. Et s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés durant nos meet-up, vous pouvez toujours trouver réponse dans ce forum. Ce forum, il est animé à la fois par les personnes qui posent des questions et qui de plus en plus y répondent, et répondent aux nouvelles personnes qui posent des questions. Et puis, il est animé, bien entendu, par les membres du club Power BI. Et enfin, on a également un compte Twitter auquel je rajouterai, Paul l'a signalé en tout début de Meetup, un compte GitHub donc, si vous allez sur GitHub Club Power BI, vous allez retrouver les slides et les démos que nous faisons lors de nos Meetup. Le Club Power BI, il a été co-créé par Jean-Pierre et Tristan à Paris. Il est actuellement présent dans 6 villes de France. Donc, avant la crise sanitaire, bien sûr, on faisait des meet-up en physique dans ces 6 différentes villes. Maintenant, on continue en virtuel et j'espère que très bientôt, on pourra de nouveau vous rencontrer en physique. On est actuellement une douzaine de personnes à s'occuper des clubs de Power BI un petit peu partout en France. Paul, je remercie d'ailleurs Paul qui m'a invité à ce meet-up qui était à l'origine un meet-up purement nantais et qui est devenu un meet-up à la fois nantais et marseillais. Les prochains meet-up, alors il y a 3 dates très importantes. On a 2 meet-up la semaine prochaine. Un meet-up très particulier, donc un meet-up en ligne le lundi 4 mai. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un meet-up donc qui est le bonheur de ce meet-up, c'est Rezarad. Peut-être que Jean-Pierre, tu es connecté. Ouais, tu es connecté. Tu veux peut-être nous présenter un petit peu le meet-up et présenter Reza? Oui, si tu veux. Donc, bonjour à tous. Oui, donc on a fait une petite campagne où on a contacté nos homologues internationaux et quelques-uns ont répondu, et notamment Reza. Donc, il est normalement très connu. Alors, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Reza Rad, mais en fait, il fait énormément de publications, de posts, d'articles, de vidéos sur son blog. Il est en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc il est assez populaire dans le monde Power BI. Oui, sa société s'appelle Radacad. Il est assez populaire sur le monde Power BI. Il fait des choses assez sympas, des trucs et astuces, etc. Donc il nous a proposé de venir faire une session, alors pas en français malheureusement, on aurait adoré. Ça sera bien une session anglophone, mais ça sera bien dans le cadre des meet-ups du Club Power BI le 4 mai. Et donc en ligne, donc il n'y a même pas de notion de ville ou d'autre chose, ça sera en ligne, vous pourrez tous y assister. Super, merci Jean-Pierre. On me dit que le son ne s'est pas amélioré, il est toujours un petit peu coupé, vous entendez toujours mal ou ça s'est amélioré? Ça va, ça vient. Là c'est bon, là. Vas-y, profites-en. Bon, je vais en profiter, mais comme je veux encore parler un petit peu, si ça coupe de nouveau, n'hésitez pas à me le dire. Paul, n'hésite pas à intervenir. On va essayer. J'ai peut-être un plan C après le plan B que je viens de tenter.
Second meet-up, donc la semaine prochaine, c'est le meet-up, alors avec des invités moins internationaux, mais tout aussi prestigieux. Donc c'est le meet-up qu'on co-organise avec Franck, donc sur le Club Power BI Marseille. Donc on vous accueille le jeudi 7 mai, ça démarrera à 18h et on y parlera des sujets de modélisation autour des modèles composites et des agrégations. Alors c'est des sujets un petit peu qui peuvent paraître techniques, mais qui sont importants, et on va essayer de démystifier tout ça. Et troisième rendez-vous extrêmement important, lui, c'est le 6 juin. Le 6 juin, on organise, comme chaque année, un événement, le Power Saturday. Alors, évidemment, il est un petit peu particulier cette année. Ce qui était prévu, c'est que, comme chaque année, le Power Saturday se passe à Paris et qu'on puisse vous accueillir le 5 et 6 juin. C'est un événement donc, qui regroupe 3 communautés. Et c'est un événement sur lesquels auquel participent de nombreuses personnalités du monde de la data, des outils collaboratifs d'Office 365 et de la Power Platform. Donc, c'est des sessions organisées toute la journée le samedi avec 3 tracks, une track data, une track Power BI, Power Platform et une track Office 365 et SharePoint. Alors, comme vous l'imaginez, ce Power Saturday va se passer un petit peu différemment. On l'a maintenu tout de même, donc il sera exclusivement en ligne le 6 juin. On est en train, je crois, de finaliser l'agenda. Et je pense qu'on va pouvoir très rapidement communiquer et ouvrir les inscriptions pour cet événement. Jean-Pierre, là aussi, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Tu as tout dit, il n'y a rien de plus à ajouter. Venez nombreux, voilà, c'est un samedi, il fera peut-être beau, on l'espère, mais en tout cas, venez nous voir, venez voir les experts Power BI partager. Juste, donc ça, c'est pour l'actualité du Club Power BI. Là, du coup, on passe d'habitude aux nouveautés sur Power BI, présentées par Mohamed Cheli. Alors, évidemment, Mohamed n'est pas là. Les nouveautés sur Power BI ne sont pas là non plus, parce que chaque mois, on a une mise à jour du Power BI Desktop. Et il se trouve que la version d'avril, on l'attend toujours. Et on l'a attendu jusqu'au dernier moment avec Paul. Et donc, malheureusement, pas de version Power BI Desktop d'avril. Peut-être qu'elle va arriver dans quelques heures, mais ça sera trop tard pour vous la présenter. Donc, Tristan me dit qu'elle arrive et qu'elle est belle. Et je confirme, elle est très belle, mais on ne peut pas encore vous la présenter. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine au meet-up de lundi et de jeudi. On vous présentera les nouveautés. On va donc passer au sujet de la soirée, donc augmenter l'intelligence de vos rapports. Je vais laisser la parole à Paul. Donc c'est un beau match OM FC Nantes. Et donc Paul, comme on dit chez nous, je te laisse la parole et droit au but. Merci Joël. Alors on va surtout jouer collectif, hein, si je peux continuer la métaphore. Hop. Alors c'est parti. C'est bon. On partage l'écran. Tu peux récupérer. Normalement, j'ai récupéré la main. Et voilà, c'est la même diapo. Hop, et voilà, on est parti. Alors, on va parler données, on va parler information, on va parler même création de valeur, si on voulait remonter finalement à l'origine de pourquoi on fait tout ça, pourquoi on travaille la donnée, pourquoi on la trifouille dans tous les sens pour réussir à en extraire des informations, et parce qu'en fait, il y a sûrement un besoin derrière tout ça. Alors ce besoin, il peut être très différent selon l'organisation ou l'entreprise dans laquelle on travaille, mais en tout cas, il faut garder ça en tête. Si on travaille la donnée, alors peut-être que ça peut procurer beaucoup de plaisir effectivement de fouiller, d'aller chercher des modèles statistiques ou d'autres choses de la sorte, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a quand même un but, une ligne directrice qui est d'en extraire de l'information qui prend sens pour l'organisation dans laquelle on travaille. Et quelques exemples concrets de cette création de valeur, c'est par exemple se dire quels sont aujourd'hui mes meilleurs clients, si je fais de la vente par exemple, ou quels sont les meilleurs produits, enfin les produits ou les services les plus importants, quelles sont des campagnes d'emailing, des campagnes
de l'action d'après-vente que je peux réaliser, quelles sont parmi ces campagnes les plus réussies. Donc toutes ces questions concrètes finalement qui viennent des personnes que vous croiserez dans vos organisations, dans vos entreprises, vont pouvoir trouver des réponses dans les données. Mais pour ça, il faut un peu de méthode. Et alors, j'ai un petit doute sur le fait que je sois en plein écran sur le PowerPoint. Vous allez me dire ça très vite. Je confirme que tu n'es pas en plein écran. Ouais. Alors, on va encore arranger ça. Hop. Voilà, ça devrait être mieux, et je ne vais pas mettre le traducteur automatique, puisqu'on va rester en français. Alors, de la méthode. Donc, pour avoir de la méthode quand on est confronté à la donnée, eh ben, on va travailler par questionnement, on va suivre finalement des questions qui sont très classiques, que tout utilisateur, quel que soit l'outil, le logiciel, ou même si on est juste un papier et un crayon, voilà, des questions qu'on se poserait tous, c'est déjà quelle est la qualité de ma donnée et comment je vais pouvoir vérifier si je doute, il faudrait pratiquer une sorte de doute méthodique, mais si je doute devant la qualité de ma donnée, comment je peux aller faire quelques contrôles simples pour vérifier cette qualité de données. Ensuite, on va regarder des indicateurs, on va voir des valeurs changer, par exemple selon l'axe du temps, on va voir des valeurs qui augmentent ou qui diminuent, et on aura envie de comprendre pourquoi. On aura envie aussi de comprendre ce qui se passe quand on a énormément d'éléments. Alors j'ai peut-être dans mon catalogue produit, vous verrez que l'exemple que je vais utiliser ce soir, c'est un contexte d'hypermarché qui réalise des ventes de produits. Et ben, il y a un catalogue produit de quelques milliers d'éléments, et puis il y a peut-être 50 000, 100 000 clients, mais ça me fait beaucoup de données détaillées, donc je ne vais pas m'amuser à tout comprendre dans le détail, donc il va falloir aller synthétiser des éléments, et c'est une partie justement du travail statistique. Et puis parce qu'on aura compris à partir de ces éléments-là, parce qu'on aura compris ce qui vient de se passer, on aura forcément des questions qui vont se poser sur le futur qui nous attend, et on voudra se projeter, et là on pourra à nouveau trouver des outils qui nous aideront à dessiner un aspect de ce que pourrait être le futur de nos données. Alors, par rapport à ces 4 questions-là, on va vous proposer avec Joël ce soir 4 grands chapitres qui vont nous permettre de répondre à tout ça. On va commencer par la qualité de données. On ira chercher dans Power BI des outils qui permettent de mieux comprendre les phénomènes sous-jacents à nos données. On verra comment faire pour synthétiser, quand on a justement énormément de détails dans toutes nos lignes de données, comment on fait pour trouver une synthèse là-dedans. Et on finira par tous les aspects prédictifs, et on parlera en toute fin de meet-up de machine learning. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va remplir cette matrice. Du coup, j'en profite pour saluer Jean-Pierre, avec qui on avait phosphoré sur cette représentation visuelle. Donc les 3 temps de l'approche de la donnée: comprendre, résumer, anticiper. Et pour ça, on va classer des outils dans 3 catégories: ceux qu'on peut appeler les outils du décisionnel traditionnel, de la BI, et des outils qu'on trouve depuis quasiment le démarrage de Power BI. Des outils d'intelligence artificielle infusée, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça en français, mais en tout cas, peut-être qu'infusée, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, de l'intelligence artificielle facile à utiliser. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à avoir un doctorat en IA pour pouvoir les utiliser, mais il va falloir quand même les prendre avec des précautions. Donc ces outils pré-packagés vont permettre aussi de répondre à notre questionnement. Et puis on verra une partie qui est un petit peu à part pour le coup, pour laquelle aujourd'hui Power BI n'a peut-être pas une réponse complète, mais on ira piocher dans des outils, ou en tout cas dans de la méthode externe à Power BI, pour être vraiment exhaustif sur la partie data science, donc cette approche plus statistique des données. Et justement, avant de se lancer dans l'outil, quelques basiques, avec quelques éléments que je vous rappelle à tous, peut-être évidents pour la plupart d'entre vous, mais voilà, qui font du bien. Ça va nous servir de remettre ces choses à plat, et vous verrez que dans un quotidien, on est confronté à énormément de chiffres. Ça peut être intéressant d'avoir ces points de repère. Tout d'abord, les 2 indicateurs que sont moyenne et médiane. Alors si je vous posais la question, je ne sais pas s'il y a peut-être des étudiants de la White Coach School qui sont avec nous, vous allez rentrer dans le monde professionnel, et si on vous proposait de choisir votre salaire à l'arrivée dans une entreprise, si on vous proposait de choisir entre le salaire moyen et le salaire médian, eh bien vous avez un choix meilleur qu'un autre à faire, en tout cas en France,
et en 2015, vous auriez tout intérêt à demander à avoir le salaire moyen, puisque vous voyez qu'il y a à peu près 5 000 € sur du net annuel d'écart entre ces deux salaires. Alors, pour autant, ce sont deux indicateurs, moyenne et médiane, ce sont deux indicateurs qu'on appelle de centrage, donc qui visent à résumer justement une information. Et pourquoi on a un tel décalage? C'est assez facile à comprendre. On est confronté ici dans le salariat en France à des salaires qui sont bornés en bas par le SMIC et qui peuvent monter très haut. Et donc on a un indicateur ici qui est la moyenne, qui est sensible aux valeurs extrêmes. Alors, ça sera toujours intéressant, dans une démarche justement d'analyse, et vous verrez que je l'illustrerai là tout à l'heure avec un premier fichier, ce sera toujours intéressant de regarder l'écart entre la moyenne et la médiane. La grille de lecture, c'est de se dire que si votre moyenne est très inférieure à la médiane, eh ben on tire la moyenne avec des valeurs extrêmes vers basse. Là, il y a une petite coquille, c'est extrême haute si votre moyenne dépasse la médiane. Et si on est si on est, disons, quasiment similaire sur les deux indicateurs, eh ben, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas de valeur extrême, c'est peut-être qu'elles sont en train de se compenser. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va nous donner une première idée sur ce qu'on va appeler la distribution de nos données. Une fois qu'on a cet indicateur de centrage, on va pouvoir rajouter un indicateur de dispersion, donc qui est l'écart type. Alors l'écart type, c'est peut-être des mauvais souvenirs mathématiques pour certains d'entre vous, mais on va essayer de revenir à vraiment l'essence de ce que veut dire cet indicateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un indicateur qui est dans l'unité de ce qu'on regarde. Donc là, j'avais un salaire en euros. L'écart type du salaire, il est toujours en euros. Et il va pouvoir nous permettre de comprendre si justement tous les salaires sont à peu près autour de la moyenne ou si on a une distribution, une dispersion ici qui tend vers les extrêmes. Alors à nouveau, quelques repères très concrets. L'objectif, c'est que je vous donne vraiment des choses ici pragmatiques. Et ben, vous allez comparer votre écart type. Une fois que vous l'aurez calculé, vous allez la comparer à la moitié de la moyenne. Alors, il y a des sources mathématiques pour justifier ce 0,5, mais voilà, vous comparez à une demi-moyenne, et si vous trouvez que l'écart type est plus haut que la demi-moyenne, donc si je reviens sur mes salaires, on est à 26 000 €, et la demi-moyenne, donc c'est 13 000 €, si vous trouvez un écart type au-delà de 13 000, et ben vous pouvez dire que vous avez une dispersion forte, et donc que vous avez des valeurs extrêmes. Vous avez peut-être même deux sous-populations à l'intérieur des salariés, par exemple, une sous-population avec des salaires bas, une sous-population avec des salaires élevés. Et puis, chose aussi intéressante à retenir, c'est que si vous vous éloignez de la moyenne en sautant, en faisant des pas de 1, 2, 3, voire 4 écarts types, eh ben, il est de moins en moins probable de retrouver des valeurs. Alors, on reviendra sur l'idée du 5% là, à plus ou moins 2 écarts types, mais vous pouvez vous dire aussi que si vous trouvez une valeur qui est éloignée de votre moyenne de 4 écarts types, eh ben, cette valeur n'a qu'une chance sur 10 000 d'arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est impossible. Ça veut juste dire qu'il faut s'y pencher un petit peu plus et se dire, tiens, si je suis aussi loin de la moyenne, est-ce que c'est une vraie donnée? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une donnée aberrante? Est-ce que c'est une erreur de saisie? Voilà, donc en fait, vraiment, regardez la qualité de données à partir de cet indicateur. Et puis ceux qui voudront creuser un peu cette idée de centrage dispersion, je vous engage à aller voir quelque chose qui est assez surprenant, qui s'appelle le quartet d'Ancon. Une illustration de ce fameux 95%, ben, si on prend la taille, la courbe de naissance, la courbe de croissance, pardon, qu'on a au cours de notre vie, et ben, on va se rendre compte qu'autour de la taille moyenne, on va trouver 95% de la population à plus ou moins 2 écarts types. Et c'est ce qu'on appelle en fait une distribution normale. Et alors normale, pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui se passe très souvent. Donc c'est un peu on pourrait dire la normalité. Maintenant, autre notion qu'on ajoute à ça, mais qui est finalement dépendante aussi de la notion d'écart type, c'est ce qu'on va appeler la marge d'erreur. Alors ici, je vais attirer votre attention que c'est vraiment quand on raisonne sur échantillon, mais vous allez vous rendre compte que quand vous n'avez pas la totalité de vos données, ben vous êtes de fait sur ce qu'on appelle un échantillon. Alors pour prendre un contexte moins anxiogène que celui qu'on traverse actuellement, on va prendre un petit exemple sur des personnes qui sont atteintes de crise de fou rire. Voilà. Donc, on sait que 6%, sur un échantillon de 600 personnes, on a trouvé 6% victimes de crise de fou rire. Et bien ça veut dire que si j'essaye de raisonner maintenant sur une population, donc au-delà de mon échantillon, vraiment sur toutes les données que je pourrais avoir, et ben ça veut dire qu'en fait, c'est entre 4 et 8% des personnes qui sont atteintes de crise de fou rire. On a une formule ici qui nous donne ce qu'on appelle la marge d'erreur ou l'intervalle de confiance, donc qui nous dit qu'en fait, ok, c'est 6% sur l'échantillon qu'on a regardé, mais dans la réalité, c'est plutôt entre 4 et 8.
Et même quand on a dit entre 4 et 8, ben, même en disant ça, on peut se tromper, parce qu'il y a encore 5% des cas où finalement, ça sera peut-être en dessous de 4 ou peut-être au-dessus de 8. Voilà. Donc on n'aura jamais raison à 100% en statistique, mais en tout cas, on va quantifier ce qu'on appelle le risque d'erreur. Et là, on sait que si on dit entre 4 et 8, eh ben, on devrait se tromper que 5 fois sur 100. Et ça, c'était sur 600 personnes. Mais alors attention, parce que là, il y a un piège. Ensuite, vous allez peut-être vous intéresser, donc toujours pour connaître un peu ici la proportion de personnes atteintes de crise de fou rire, vous allez vous intéresser à des sous-échantillons. Donc si on regarde par exemple les hommes, alors qu'ils sont sans doute à peu près 300 dans notre échantillon, et ben vous voyez que finalement, sur les 300 personnes, on est cette fois-ci passé entre 3 et 9%. Donc vous voyez que moins j'ai de personnes dans mon échantillon, donc plus mon jeu de données est faible, plus les conclusions que je vais vouloir en tirer sont incertaines. Et si on continue encore plus, si on arrive à prendre 75 hommes qui ont plus de 60 ans, et ben là on se rend compte que finalement on commence à être très très flou sur cette proportion de personnes atteintes de crise de fou rire. Donc retenez vraiment cette idée que parce qu'on n'a pas la totalité des données, et ben on est imprécis, et cette imprécision, il faut aller la quantifier. Et cette imprécision, elle peut avoir des conséquences sur les conclusions qu'on va tirer. Alors prenons un deuxième exemple concret. On a une concentration moyenne d'endorphine alors par personne dans une mesure qu'on fait dans le sang, hein, qui est à 10 picogrammes par millilitre. Et ben, si j'essaye à nouveau de vérifier cet indicateur, je vais prendre un petit échantillon. Alors, vous voyez, je prends 36 personnes. Et je vais obtenir des chiffres qui sont 13 pour ma moyenne et un écart type de 10. Alors, est-ce que ça veut dire que les 36 personnes que je suis allé tester ici sont vraiment différentes de la population globale? Ben pour ça, à nouveau, je dois réaliser mon travail d'intervalle de confiance. Et là, je me rends compte que finalement, avec mon calcul de borne, et ben cet échantillon, ces 36 personnes que je viens de mesurer, finalement, ils oscillent statistiquement entre 9,6 et 16,4. Donc, est-ce qu'ils sont réellement différents d'une population où on trouve un indicateur qui a une valeur de 10? Et bien là, statistiquement, on ne va pas vraiment trancher. Enfin, en tout cas, on va essayer de quantifier à nouveau le risque qu'on prendrait en disant qu'on est vraiment sur un échantillon de personnes très différentes de la population habituelle. Donc voilà, donc retenez ces quelques éléments-là qui permettent de prendre souvent ce qu'on va passer au terme d'interprétation avec quelques pincettes statistiques. Sur les faux positifs et faux négatifs qu'on va obtenir quand on réalisera des prévisions, ça je ne vais pas trop l'aborder parce que Joël y reviendra un petit peu plus tard avec un autre exemple, mais voilà, retenez juste cette petite photo-là pour comprendre qu'un modèle n'aura jamais raison à 100%. D'ailleurs, ce serait peut-être même finalement dommageable pour ce modèle. On parlerait de surajustement. Et donc retenez qu'on peut faire deux types d'erreurs, des faux positifs et des faux négatifs. Il y a un cas dans les deux qui peut être sans doute plus grave que l'autre, mais là, tout dépend du contexte. Et je finirai juste cette première introduction là, sur les bases statistiques nécessaires pour aborder les chiffres, par peut-être ce qui est un des éléments les plus difficiles à identifier quand on travaille sur les chiffres, c'est ce qu'on va appeler le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand vous allez faire des analyses, eh ben vous allez finalement être assez convaincu par les idées qui iront dans votre sens. C'est-à-dire qu'en fait, par nature, on a tendance à privilégier les explications qui nous paraissent conforter nos idées préconçues ou nos hypothèses. Et ça va être très dangereux quand on va faire de l'analyse. Alors, un exemple, il y a peut-être des gens qui sont persuadés qu'il y a plus d'accouchements lors des nouvelles lunes. Statistiquement, ça n'a jamais été démontré. Pourtant, je suis persuadé que dans votre entourage, vous trouverez des gens qui vous diront ça. Et le biais de confirmation, alors malheureusement, c'est même pas encore le seul biais auquel on va être confronté quand on va analyser des données. Il y en a plein d'autres. Je vous ai mis quelques liens ci-dessous. Souvent, l'explication, alors donc biais de confirmation, c'est l'explication que je pressentais qui me paraît la meilleure. Rasoir d'Occam, si en plus de ça l'explication est simple, elle va me sembler meilleure qu'une explication plus complexe. Donc voilà, donc tout ça, et la première explication que j'aurai d'un phénomène va me sembler être encore la meilleure, donc c'est le biais d'ancrage. Donc tous ces biais-là, en fait, il va falloir réussir à s'en départir pour mener une analyse de données qui soit la plus objective possible.
Alors, on va mettre tout ça en application de manière très concrète. Joël a 2 autres exemples là, qu'il vous présentera au fur et à mesure. Et moi, je vais vous parler d'hypermarchés. Et dans ces hypermarchés, alors on a un taux de retour. C'est ce qui va vraiment être ici la donnée cruciale à analyser. On a des personnes qui ramènent des produits et on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour ça, on va appliquer donc, nos 3 temps, qui sont d'aller comprendre les données, résumer et anticiper. Alors, voici le tableau de bord. Donc là, je bascule du coup sur mon outil Power BI. Alors, je suis dans Power BI Desktop, voilà, donc dans l'outil qui permet de développer les rapports comme a présenté Joël au démarrage. Et donc, dans cet outil-là, on va superviser ici différents indicateurs. Là, je vais passer par exemple ici sur le taux de retour. Et donc, ce taux de retour, on va pouvoir l'observer ici par pays. Et sur chacun des pays, on a une petite pop-up ici qui nous donne les top 5 des produits et quelques indicateurs supplémentaires. Je fais rapidement le petit tour dans Power BI pour les personnes qui n'avaient jamais vu l'outil. Voilà, ici, je viens d'utiliser ce qu'on appelle une hiérarchie. Je suis descendu d'un cran. Et là où j'avais un pays, et ben on est descendu maintenant. Hop, alors là, on est toujours, il n'y a qu'un seul point, donc on est toujours au niveau pays. Hop, et en fait, j'étais encore un niveau au-dessus. Donc on va descendre. Voilà. On va descendre ici pour arriver sur un niveau ville. Non, toujours pas. Voilà, c'est juste le titre qui est pas assez dynamique. Mais voilà, vous voyez qu'ici, je peux du coup zoomer ou dézoomer à l'intérieur de cette notion géographique. Ici, on aura un axe du temps qu'on ira étudier tout à l'heure pour voir ce qu'on peut faire justement en termes de prévision. Mais on va s'interroger tout de suite donc, sur la qualité des données. Alors, pour faire ça, en fait, ici, je vais prendre vraiment mes données un peu les unes après les autres. Alors, je ne vais pas faire tout le fichier, ça serait trop long, mais on va prendre juste ici, par exemple, le montant des ventes. Je reprends ma méthode ici de comparer moyenne et médiane. Alors, vous voyez que le montant moyen des ventes est à 200 000 €, alors que la médiane est à 13 000. Et bien là, on se rend compte toujours donc, de cet effet d'effet de valeur extrême. Alors, j'ai mis un petit segment ici qui me permet de sélectionner ces valeurs. Et ici, j'ai utilisé un visuel, alors qui n'est pas natif dans Power BI, qui est ce qu'on appelle un custom visuel. Donc, je dois aller charger ici depuis un magasin externe et qui s'appelle histogramme. Alors, surtout, là, je fais un peu de sémantique auprès des visuels, mais ceux-ci-là, voilà, ces 6 visuels-là ne sont pas des histogrammes. Ce sont des diagrammes en barre. Un histogramme, donc c'est une donnée numérique pour laquelle on va représenter ce qu'on appelle une distribution. Voilà, donc avec ici des fréquences par barre, et la donnée numérique se retrouvant ici de manière horizontale. Alors, mon petit segment qui est là va me permettre finalement d'aller rapidement voir la distribution si je plafonnais ces valeurs, et si je revenais, alors je vais le faire même manuellement ici, si je me mettais par exemple à ne serait-ce qu'à 100 000 €. Hop. Donc on voit qu'ici mon étalement des données commence un peu à s'équilibrer. Enfin, en tout cas, on a cet effet ici de fréquence décroissante, mais on peut vraiment légitimement se poser la question des valeurs qui étaient très éloignées. Est-ce que ce sont des ventes exceptionnelles? Est-ce que ce sont des produits très chers? Est-ce que ce sont des erreurs de saisie? Est-ce que ce sont des données aberrantes? Il va falloir le faire, et justement on s'en rendra compte grâce à cette notion de distribution. Et ensuite on ira au détail des données, on ira regarder les choses, et on ira éventuellement les corriger si nécessaire. Donc voilà, premier outil ici concret pour regarder sur une donnée numérique si elle a des défauts de qualité, c'est de regarder sa distribution et de regarder si on a des valeurs extrêmes, hautes ou basses, qui viennent déformer cette distribution. Alors vous retrouverez, je vais juste revenir un instant sur la diapositive ici. Alors, qualité des données, donc quelques outils pour avoir confiance dans vos indicateurs. Je viens de vous illustrer des valeurs qui semblaient aberrantes, qui sont vraiment extrêmes et qui peuvent venir déformer nos indicateurs. Je n'ai pas dans ce jeu de données de valeurs qu'on appellerait manquantes. Donc là, on n'a pas d'informations.
eh ben, on peut se poser la question de remplacer, de boucher les trous, hein, de remplacer les valeurs manquantes par différentes méthodes. Alors, pourquoi pas la moyenne, mais vous avez vu que cet indicateur, il peut présenter des biais assez importants, donc on pourra utiliser justement la médiane ou d'autres techniques un petit peu plus avancées, mais pour lesquelles justement on sera rapidement obligé d'aller écrire par exemple du code R ou Python, qui sont des langages justement pour réaliser ces opérations-là. Alors, trouver donc les valeurs, cette fois-ci aberrantes, hein, les valeurs manquantes, donc je vous ai dit, hein, vous n'aurez pas de mal à les identifier, mais il faudra sans doute les remplacer en amont. Valeurs aberrantes, et ben, donc voilà, les outils à utiliser, c'est cette idée de distribution. Je vous ai montré juste le diagramme, enfin l'histogramme, mais vous avez des distributions qui peuvent être ensuite étudiées avec des graphiques un petit peu plus subtils qui mettront justement encore en valeur les éléments sortants de la normalité. Et qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, sortir de la normalité, c'est justement se dire qu'on est trop éloigné de la moyenne d'un nombre d'écarts types. Donc on pourrait effectuer ces contrôles et se dire, est-ce que j'ai beaucoup de valeurs au-delà de 4 écarts types? Si j'en ai plus que 1 sur 10 000, eh ben, il y a de très fortes chances qu'il y ait un problème de collecte de données, parce que c'est assez improbable d'être situé aussi loin de la moyenne. Je vous rappelle bien sur ce qu'on appelle une répartition normale des données. Vous pouvez bien sûr avoir des données qui ne sont pas dans ce cadre-là. Donc la distribution, hop, voilà, vous utiliserez hein, cette idée d'histogramme. Donc sur les diapos que j'ai ici, je vais aller très très vite parce que le but est plutôt qu'on fonctionne ce soir. Je vais aller moi sur les démos. Mais juste pour vous montrer dans les diapos que voilà, si on utilise d'autres outils, là je vous montre un outil qui s'appelle Azure Machine Learning, et ben on va pouvoir avoir justement cette approche de distribution, d'indicateurs, de centrage de dispersion, de valeurs manquantes, qui va pouvoir être automatisée. Voilà. Donc peut-être à réfléchir en amont finalement de l'envoi des données dans Power BI. Voilà, je passe rapidement ici. Hop, ça c'est pour que vous puissiez garder une trace après de toutes ces méthodes. Et on attaque maintenant, voilà, une fois qu'on a passé cette idée de qualité de données, on attaque vraiment l'idée d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur des données. Et ici, à nouveau, on va se rendre compte que si on élargit finalement notre champ d'outils, on va être beaucoup plus fiable dans l'analyse et l'interprétation de nos données. Et dans la matrice qu'on a évoquée au démarrage, on va cette fois-ci remplir la ligne du haut, hein, donc la ligne qui permet de mieux comprendre les données, avec des fonctionnalités natives, c'est celles qui sont en noir ici dans Power BI, donc finalement croiser les données, hein, tout simplement, ce que je vous ai montré avec ma carte géographique, c'est un croisement de mon indicateur sur une notion géographique. Joël vous présentera tout à l'heure l'arbre de décomposition et l'influenceur clé, mais moi je vais vous montrer ici, hop, voilà, une petite fonctionnalité qui peut paraître assez magique, mais qui finalement est basée derrière sur de la théorie statistique, qui est d'aller comprendre pourquoi, à un moment donné, sur une courbe, on a des hausses et des baisses. Alors, je reviens sur mon fichier Power BI. Hop, voilà. Et on va regarder ici la courbe du chiffre d'affaires, donc dans le temps. Alors, on reparlera tout à l'heure de l'effet qu'on sent un peu ici de saisonnalité, hein, c'est-à-dire d'avoir des pics qui se répètent, même s'ils ne se répètent là pas forcément d'ailleurs aux mêmes dates. Mais en tout cas, voilà, on va ici, par exemple, se poser la question sur ce point-là, qui est peut-être le plus haut aujourd'hui dans ma courbe. On va se poser la question de pourquoi finalement une telle hausse de chiffre d'affaires en janvier 2016. Et bien, pour poser la question à Power BI, on va faire un clic droit et on va lui demander d'analyser et d'expliquer ici pourquoi on a cette hausse. Donc, pourquoi une hausse? Parce que je suis sur le deuxième point sur le segment ici qui est croissant. Et là, c'est parti. Il est en train de scanner, Power BI est en train de scanner l'ensemble des informations qui sont dans mon modèle. Hein. Donc, ce qu'on appelle le modèle, hein, c'est l'ensemble des données reliées, organisées dans Power BI. Et il est en train d'essayer de chercher ce qu'on pourrait appeler statistiquement des facteurs discriminants, c'est-à-dire des éléments qui ont provoqué des différences significatives de moyenne, c'est-à-dire des choses qui sortent, finalement, qui s'éloignent du comportement moyen. Et là, on va se rendre compte que, vu qu'il a été scanné les informations de manière un peu bête et méchante, il va peut-être enfoncer des portes ouvertes. Il va nous dire qu'on a monté au 1er janvier parce que le premier trimestre est meilleur, ce qui effectivement est ce qu'on pourrait qualifier de tautologique. Mais peut-être qu'il va trouver des choses pertinentes.
Alors ici, il nous dit, sur cette première proposition, il nous dit que finalement, les produits de la catégorie autre, pardon, non pas les produits, c'est pas une catégorie ici, c'est les codes produits. Il nous dit que certains codes produits ont généré finalement des augmentations assez fortes, mais c'est un petit peu écrasé ici par justement tous les autres, enfin l'augmentation des autres produits. Donc, quelque chose quand même ici intéressant à les lire, peut-être, voilà, cette référence produit, elle fait plus de millions d'euros. Ici, on ne le voit pas parce que c'est écrasé, mais on a des diminutions puisqu'on est sur des valeurs négatives. Donc ici, on a identifié au moins un produit voilà, qui a peut-être été très vendu là, sur le premier trimestre 2016. On va regarder si on voit des choses encore plus parlantes. Ici, voilà, il nous propose cette fois-ci de regarder les catégories de produits, ou sous-catégories, je pense qu'on est au niveau sous-catégorie. Et on se rend compte qu'on a vendu beaucoup plus de photocopieurs à cette période-là. Donc, si je me dis que cette analyse est intéressante, eh ben, je vais l'attraper ici avec le petit bouton et elle va s'insérer sur ma page. Et à partir de là, alors attention, hein, elle va rester figée, c'est-à-dire que ça sera toujours l'analyse. Pardon, je vais réduire ça un peu. Voilà. Ça sera toujours l'analyse qui est. Décidément. Hop, allez. Tac. Je ne vais pas tenter une troisième fois. On va avoir ici toujours l'analyse entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016. Donc attention, hein, ça ne se remettra pas dynamiquement à jour sur le prochain point le plus élevé, par exemple, mais c'est bien une photo, une explication, une photo de cette augmentation ici, qui était la plus forte de tout mon historique. Alors ça, c'est très bien, c'est assez automatisé et c'est presque assez magique, même si c'est basé hein, sur derrière des calculs vraiment visant à différencier les éléments. Je vous ai dit que Power BI avait scanné pour ça, pour trouver cet effet intéressant des catégories de produits. Il a été scanné finalement toutes les informations dont je dispose ici. J'ai eu de la chance sur ce premier exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je vais vous montrer un deuxième exemple ici où je vais chercher cette fois-ci, donc pas toujours sur mes sous-catégories de produits, essayer de vérifier maintenant si elles diffèrent les unes des autres. Donc, est-ce qu'ici, en termes de taux de retour, est-ce qu'on a vraiment des catégories qui se démarquent par leur taux de retour? Alors, c'est troublant ici parce que si je m'arrête sur la lecture de la valeur, vous êtes tous d'accord pour dire que mathématiquement, 9 c'est différent de 6. Malheureusement, si je lui demande maintenant de rechercher ici un facteur montrant que cette distribution peut différer, c'est-à-dire est-ce que je peux trouver encore quelque chose, une explication à ce taux de retour différent dans mes différentes sous-catégories de produits, et bien là, Power BI bloque un peu son algorithme, sa boîte noire là, qui cherche à trouver des facteurs, ne réussit pas à me trouver d'éléments intéressants. Et c'est en ça qu'on aura peut-être besoin d'aller justement faire, en dehors de Power BI, quelques opérations statistiques, peut-être des méthodes alors qu'on appellerait des tests de moyenne, des analyses de variance qui vont nous aider à travailler plus finement ce genre d'opération. Je vais vous montrer un exemple avec, hop, je vais aller vite là-dessus. Vous montrer qu'ici, hein, c'est quasi impossible hein, finalement humainement hein, de tout combiner. Hein. Si on a finalement quelques indicateurs avec quelques axes d'analyse, on va très vite arriver à des combinaisons qui seraient impossibles de reproduire manuellement. Donc il faut laisser l'ordinateur travailler, mais il faut aussi que l'ordinateur nous trouve quelque chose. Donc du coup, on va s'appuyer sur des outils statistiques et qu'on ira peut-être faire du coup en dehors de Power BI. Alors juste une piste ici à nouveau, hein, on ne va pas rentrer dans la présentation de l'outil, mais avec le langage qui s'appelle R et des méthodes qu'on appelle des tests post-hoc. Vous voyez que j'ai repris ici mes sous-catégories de produits. Et bien sur ces sous-catégories, il va aller nous trouver finalement des éléments qui sont semblables. Il va nous retrouver ici, on est un peu déjà dans la démarche de résumer l'information, il va nous trouver des paquets qu'on pourrait faire de manière plus cohérente. Quand il met la même lettre ici, vous voyez que machine et chaise par exemple, pour lui en termes, je ne suis plus sur le retour ici, hein, mais je suis sur les montants des ventes, voilà, on est sur des choses qu'on peut considérer comme étant de moyenne identiques. Donc si je cherche à résumer mon information, là où je retrouve des lettres identiques, eh ben, j'ai le droit de faire un paquet, j'ai le droit de résumer cette
cette information parce que statistiquement, on est sur des chiffres qu'on peut considérer comme semblables. Je vous laisse ici, hop, voilà, je passe rapidement à nouveau la documentation exacte pour ceux qui voudront revenir après sur comment fonctionnent ces deux méthodes que je vous ai présentées là. Donc, je vous rappelle, un clic droit, analyser la hausse ou la baisse, ou clic droit, essayer de trouver une distribution différente. Voilà ce qu'on aurait aimé trouver, hein, c'est voilà, peut-être quelque chose comme ça qui nous dit que finalement sur des éléments, si on modifiait le contexte, hein, si on apportait derrière un facteur discriminant, et ben on trouverait vraiment des différences de comportement sur notre indicateur. Mais ce n'est pas, on ne trouve pas à tous les coups. Et pour continuer dans cette exploration des données, donc vraiment dans la phase de compréhension de toutes mes données, Joël, je vais te repasser la main. Ok. Et pour la présentation de fonctionnalités que sont l'arbre de décomposition et les influenceurs clés. Allez, c'est parti. Hop. Paul, tu me dis dès que les... Ouais. Voilà, mon écran est à l'écran. Super. Donc, pour vous présenter l'influenceur clé, et puis un petit peu plus tard pour vous présenter d'autres sujets en fin de meet-up, j'ai choisi un premier jeu de données qui est un jeu de données qu'on utilise assez souvent, c'est la liste des passagers du Titanic. Alors une liste incomplète, mais c'est un jeu de données assez intéressant parce qu'il nous permet d'avoir donc une liste des passagers avec leur statut, s'ils ont survécu à la catastrophe ou pas. Ce jeu de données donc, va vous permettre de voir un certain nombre d'informations sur les passagers du Titanic et on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses dessus. Donc on va partir sur l'arbre de décomposition. L'arbre de décomposition va permettre à un utilisateur d'un rapport Power BI de voir une répartition sur un certain nombre de valeurs d'une mesure. Donc là, je suis parti sur une mesure extrêmement simple puisque c'est le nombre de passagers proprement dit. Et donc, comment se positionne l'arbre de décomposition? Donc, c'est un visuel où les paramètres sont assez simples. On a donc deux éléments. On a une mesure pour analyser, qu'on va analyser, et on a des attributs, des champs, par lesquels on va expliquer la distribution de cette mesure. Donc, si je prends le cas du nombre de passagers, avec l'arbre de décomposition, avec toutes les mesures que je me suis proposé d'analyser, je peux cliquer sur le plus et donc voir la répartition, par exemple, sur la base de la classe, première, deuxième ou troisième classe des passagers. Donc je vois que j'ai essentiellement des passagers, beaucoup de passagers de troisième classe au bord du Titanic. Et de la même manière, je peux continuer à faire cette segmentation en faisant, par exemple, en voyant le lieu, voilà, le port à partir desquels les passagers ont embarqué, etc., etc. Donc c'est pas de l'intelligence artificielle, même pas de l'intelligence artificielle infusée. Mais ça permet au moins de voir, de pouvoir faire une analyse de répartition d'un certain nombre de données. Donc pour l'instant, il n'y a rien de vraiment intelligent, c'est de la BI, c'est une répartition assez classique, mais ça me permet d'analyser mes données. La première chose c'est qu'on peut dire, avant de publier le rapport, on peut dire, par exemple, c'est de voir cet attribut. Oui, cet attribut, publie mon rapport. Donc, le rapport publié. Hop. Donc, l'utilisateur final va avoir ceci, et donc il est guidé sur le fait qu'il va analyser le fait que les personnes aient survécu ou pas. Il a bien sûr la possibilité de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire cette distribution en choisissant lui-même l'attribut, le champ qui va faire la répartition. Maintenant, il a une possibilité également
d'avoir un petit peu d'intelligence et de laisser Power BI choisir quel est le champ qui va maximiser la distribution. Donc, il va choisir valeur élevée, par exemple, et automatiquement, Power BI va me dire que le champ qui maximise cette distribution, c'est le sexe, et parce qu'on a beaucoup plus d'hommes à bord qui n'ont pas survécu que de femmes. Même principe, on peut aller un petit peu plus loin. Donc ça apparaît sous la forme d'une petite ampoule sur l'axe de distribution. Et l'avantage, c'est qu'on peut toujours continuer à naviguer dans le rapport, sauf que cette fois-ci, si je navigue dans le rapport, donc si je clique ailleurs, on va voir que, si je clique ici, les critères et les choix de mon arborescence ont changé en fonction de ma répartition et de ce que j'ai sélectionné. Donc en effet, j'ai cette fois-ci plus le sexe, mais le nombre de parents ou d'enfants, parent child, ou le nombre de personnes ayant un lien de parenté à bord. Donc ça, c'est un premier niveau, ça me permet d'avoir une première analyse de mes données. Pour aller un petit peu plus loin, on a un autre visuel qui s'appelle l'influenceur clé, qui est un petit peu perturbant à première vue, mais qui est assez puissant dans son analyse. Cette fois-ci, on va demander à ce visuel d'analyser l'obtention d'une valeur. Typiquement, ici, je dis à mon visuel, analyse-moi le fait que dans le champ survive, il y ait une valeur no, donc que la personne ait disparu. Donc, on va mettre plusieurs critères permettant d'analyser, de faire cette analyse. Donc, je peux mettre pas mal de critères. Là, je peux même mettre des éléments tels que donc le sexe, bien entendu. Je peux même mettre le numéro de la cabine, ou des choses qui n'ont absolument aucun sens, la référence du ticket. Automatiquement, sur la base de ces critères-là, Power BI va me proposer les champs et les valeurs qui vont maximiser. Je vois par exemple que le fait qu'on soit un homme est un mauvais présage si on embarque à bord du Titanic, parce qu'on a 3,14 fois plus de chances du coup d'être plus de chances de disparaître. Donc là, si on veut expliquer ces 3,14 fois, j'ai fait apparaître en haut un petit graphique permettant de voir qu'en effet, sur le nombre de femmes à bord, on avait donc 81 personnes disparues et on a un rapport beaucoup plus fort de l'autre côté. Alors 3,14 fois plus, c'est en proportion. C'est 25,8 multiplié par 3,14 pour arriver au 81%. De la même manière, je peux analyser le fait que le critère, la classe, fasse que si on est en 3e classe, et évidemment, on a plus de chances d'y rester que si on est en première classe. Même chose, si on veut faire cette analyse, si on regroupe les premières et les 2e classes, on a donc 37% de disparus. Là, en 3e classe, ils sont 69,48%, donc presque 2 fois plus. Ça, c'est un premier élément que nous offrent les influenceurs clés. Un second élément, c'est la notion de top des segments. Donc, on peut toujours choisir la valeur qu'on veut obtenir, donc là, le nombre de disparus. Le top des segments, dans ce cas-là, Power BI va essayer de regrouper des segments de valeurs et de champs différents pour maximiser le pourcentage de disparus. Donc, typiquement, si on prend le premier segment qui est 0,5%, que nous dit Power BI, elle nous dit que c'est une classe de personnes qui ont embarqué à des ports autres que le port catégorisé C, qui ont soit pas de parents et d'enfants, soit plus de 3 enfants à bord, qui n'étaient pas en première classe, qui n'étaient pas en 3e classe, et qui sont des hommes. Alors,
on nous donne un certain nombre d'explications et un certain nombre d'analyses. Ce qui est intéressant à voir, surtout dans cette partie-là, dans le top des segments, au-delà du pourcentage, c'est aussi voir le nombre de personnes que ça concerne. Par exemple, ce segment concerne uniquement 82 enregistrements, donc 82 personnes. À côté de ça, si on analyse le second segment qui nous est proposé, 88,5%, il est peut-être plus pertinent parce qu'il concerne 261 personnes, dont presque 30% des données. Donc, toujours la même démarche, comme disait Paul. On a des données que nous donne Power BI. Par contre, on a des explications d'analyse et c'est intéressant d'avoir ce recul et cette analyse pour pouvoir dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a une catégorie en savoir plus sur ce segment. Cette catégorie nous permet, alors c'est un peu proche de ce qu'a montré Paul sur la partie distribution de données. Elle va nous indiquer, par rapport à un autre critère qui n'est pas dans le segment, comment se situe cette distribution par rapport à la distribution du segment. Donc on a la possibilité donc de voir cette comparaison et de choisir, par exemple, là, ces 3 valeurs d'âge, je pense. Et donc on peut voir les comportements et la répartition. Donc là, on se rapproche de ce que Paul appelait l'AI infusée. Pour aller un petit peu plus loin, pour aller sur une partie où on va vraiment utiliser de l'IA, mais de l'IA prête, mise à disposition, on va pouvoir appeler directement des services cognitifs dans Power BI. Alors ça se fait dans la partie Power Query. Alors tu robotises encore un tout petit peu, Joël. Oui. Mais bon, on est désolé vraiment pour le son là qui saute un peu. Accrochez-vous. Et puis suivez bien les démonstrations de Joël en même temps. Ça va vous aider à remettre les mots qui manquent. Vas-y Joël, reprends, ça devrait. Oui, je suis vraiment navré, mais ça vient visiblement de mon débit Internet. Donc, pour ces notations d'hôtel, on a un certain nombre d'informations. Donc, le texte qui a été présenté, les informations, la localisation de l'hôtel et ces éléments. Joël, si tu veux, ce qu'on peut essayer de faire, j'ai l'impression que mon son est bon. Ce qu'on peut faire, tu fais la démo et je fais la voix, je fais les sous-titres, je commente. Bon, je résume là où on était, Joël, et puis si son écran revient pas, je prendrai la main pour finir les démonstrations. Donc Joël est en train de lancer les services cognitifs, donc des éléments qui travaillent les données, comme des données textuelles, mais ça pourrait être aussi des images. Et donc là, l'objectif, à partir de ces notations sur les hôtels, de trouver ce qu'on appelle le sentiment global ou les mots-clés pour pouvoir ensuite analyser chacun des hôtels. Donc on passe ici, Joël passe par la partie donc Power Query, là où on transforme les données, et parce qu'il a derrière ce qu'on appelle une licence premium, il peut aller justement donc rechercher les services cognitifs par défaut. Donc là on voit qu'il y en a 3, de détection de langage, on va nous dire dans quelle langue a été écrit le commentaire. Alors c'est un peu dommage parce qu'il manquerait la traduction derrière pour qu'on aille jusqu'au bout, mais on peut le rajouter en allant en fait, travailler avec d'autres services cognitifs qui sont en dehors de Power BI pour l'instant. L'extraction de phrases clés, donc c'est des algorithmes derrière, donc qu'on appelle de NLP, de Natural Language Process, qui vont trouver les mots les plus importants. Et donc cette extraction se fait, l'extraction en fait ressort ensuite les mots les plus importants dans un discours qui pourrait être pollué par ce qu'on appelle des mots-outils ou et donc ça permet en fait de simplifier des phrases qui pourraient être plus longues. Et le score de sentiment, donc dernière option dont on dispose ici, qui permet d'aller noter entre -1 et 1 l'aspect global de la phrase. Si je vous dis aujourd'hui il fait moche, il n'a pas arrêté de pleuvoir,
ok, -1, score négatif. Et si je vous dis à Marseille, les calanques sont magnifiques, voilà, on arrivera sur un score +1. Et tout ça parce que justement on a eu des bases d'entraînement au préalable, c'est-à-dire qu'il y a des vrais gens qui ont noté les mots pour dire que voilà, qu'on y attribuait un sentiment positif ou négatif. Je ne sais pas si tu es revenu, Joël. Ton écran bouge un petit peu plus, et donc on voit qu'en ce moment la requête se lance, donc on est ici l'algorithme en fait, qui est bien un algorithme de Microsoft, donc qui est à distance finalement du jeu de données de Joël, donc est en train de répondre ici à aux données qui sont soumises. Et donc ça permet de rajouter de l'information à l'intérieur du jeu de données. À nouveau, c'est quelque chose qui peut se prévoir en amont de Power BI. Je vous montrerai une interface pour conclure cette présentation, où tout ce que fait Joël à cet endroit-là dans Power BI peut se faire à l'identique. Donc voilà, là il a fini la préparation de données. Les données donc, sont disponibles enrichies grâce à ces services cognitifs. Et donc on voit dans le parti en bas à droite, on voit qu'il peut retrouver des mots-clés. Alors il y a encore des choses qui polluent le texte, mais voilà, on irait faire du nettoyage là-dedans. Et il va pouvoir utiliser le segment, vous voyez, donc qui s'appelle score sentiment, là, de 0 à 1. Il peut aller rechercher ici des hôtels, donc sur la base de ceux qui ont des commentaires positifs, ou sur la base de ceux dont le commentaire fait ressortir, par exemple, parking. Si vous recherchez un hôtel sympa avec un parking, vous cherchez qui passe phrase, vous cherchez parking, et puis dans sentiment, vous regardez bien que les gens ne sont pas en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas de parking. Donc voilà, donc du coup, l'information ici, à nouveau, doit être croisée pour pouvoir aller trouver quelque chose de pertinent. Tac. Allez. Hop. Bon, Joël a eu le temps de vous présenter quand même quasiment tout ce qu'il voulait vous montrer. Il lui manque que la partie de machine learning automatique. On va voir si tout à l'heure ça peut revenir. Alors, moi je vous parle maintenant du troisième temps. Vous vous souvenez, donc comprendre, donc avec les outils qu'on vous a montrés. Résumer, c'était l'idée d'aller chercher, comme je vous ai pu vous montrer là dans le logiciel R, d'aller chercher des valeurs semblables. Et pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas vous parler du clustering dans Power BI, qui permet aussi de faire des nuages de points, dans des nuages de points, de regrouper des éléments. Et on va passer sur cette partie d'anticipation, donc vraiment là, ce qui peut donner encore plus de valeur à l'information, c'est-à-dire comment je fais pour projeter les valeurs de mes indicateurs dans le futur. Et bien pour ça, en fait, on a un réflexe un peu, il y a peut-être un biais, on pourrait appeler ça peut-être le biais de la linéarité. Quand on voit un nuage de points, on a envie de tirer un trait au milieu et de se dire, quand on voit une courbe, on a envie de la prolonger par une ligne droite pour savoir ce qui va se passer après. C'est peut-être pas une si bonne idée. Et donc, on va utiliser des méthodes un petit peu plus poussées de prévision qu'on appelle forecast en anglais. Et on verra donc que ça, c'est une fonctionnalité native de Power BI. Et on pourra aller après un petit peu plus loin sur de la prévision à nouveau avec des modèles de ce qu'on appelle de machine learning. Alors, je repasse à nouveau sur mon fichier des hypermarchés. Donc on revient dans notre contexte là, de vente en hypermarché. Et ça, c'est la courbe que vous avez vue au préalable, mais que vous aviez vue agrégée au trimestre ou au mois. Ici, je suis vraiment revenu à une granularité jour. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, je veux mettre à nouveau en évidence mes fameuses valeurs extrêmes, mes défauts de qualité de données, enfin défauts ou phénomènes réels, mais peut-être qui viendra perturber derrière la prévision. Donc vous voyez que ces deux points-là, ces deux points extrêmes, et bien, si je les utilise pour faire ma prévision, on reviendra après sur comment se fait la prévision, mais je veux juste vous montrer pour commencer l'impact des valeurs extrêmes. Je les ai retirées du graphique qui est en dessous. Vous voyez que là, on a un maximum à 30 millions d'euros, alors que là, on était au-delà de 60. Et bien, vous pouvez voir que les deux prévisions que j'obtiens ici ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, j'insiste à nouveau là-dessus, sur l'importance d'aller travailler les données avant de se lancer dans des méthodes plus poussées. Alors, si maintenant on veut rajouter cette idée de prévision, je vais repartir de zéro, voilà, je l'efface ici, puis on va recommencer. J'ai agrégé ici à nouveau mon visuel pour me remettre au niveau mensuel, donc vente mensuelle sur mon chiffre d'affaires.
Ici, dans le troisième menu, alors qu'on n'a peut-être pas trop tendance à aller explorer, mais parce qu'il n'est pas présent tout le temps non plus, dans le menu qu'on appelle analytique, on va trouver une option prévision. Alors attention, cette option-là, vous ne la verrez peut-être pas si vous êtes sur un graphique de type diagramme en barre, voilà, ou voire d'autres visuels. En fait, elle est vraiment spécifique aux courbes dans le temps. Et même si vous êtes sur une courbe, peut-être que vous ne la verrez toujours pas, parce qu'en fait, vous utilisez une mesure, alors ça c'est un petit peu technique, mais ça va parler du langage DAX, vous utilisez une mesure qui contient, qui force un contexte de filtre. Donc, pour ceux qui voient à quoi je fais référence, si vous avez un calculate avec une condition de filtre à l'intérieur, vous n'aurez pas la fonctionnalité de prévision. Ici, j'ai un chiffre d'affaires, c'est une simple somme du montant des ventes, donc il n'y a pas de problème, on retrouve bien l'outil de prévision. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est se dire ma tendance est linéaire, je fais une droite et je vois bien où ça me mène. On voit que les choses sont plus complexes, on voit qu'il y a des creux et des bosses, et ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va rechercher comme étant peut-être une saisonnalité. Si je vous dis qu'il y a plus d'accidents de la route en juillet-août, j'enfonce une porte ouverte, mais on comprend bien qu'il y a un effet saisonnier, il y a un effet des vacances qui fait qu'il y a plus de monde sur la route, donc plus d'accidents. Peut-être que pour les ventes ici, dans mes hypermarchés, j'ai aussi des effets saisonniers, j'ai sans doute la période de Noël, donc il y a plein de choses ici qui me créent des phénomènes de hausse et de baisse qui sont similaires tous les ans, mais attention, similaires, mais également cumulés avec une idée ici de tendance à la hausse. Alors, dites-vous que quand on va essayer de décomposer cette série temporelle, décomposer cette courbe ici dans le temps, on va pouvoir raisonner en au moins deux éléments qui sont donc l'idée de tendance, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue, et l'idée de saisonnalité. Et quand on compose les deux, on ne les additionne pas forcément. Peut-être qu'elles se multiplient, et là c'est sans doute le cas si vous tracez de manière imaginaire ici, si vous tentez de tracer un trait qui relierait les points les plus hauts et un trait qui relierait les points les plus bas, ça va nous donner une espèce de forme de cône, une forme conique qui va en s'élargissant, et ça c'est caractéristique justement des effets multiplicatifs, c'est-à-dire qu'ici j'ai une saisonnalité, mais elle se renforce encore plus avec la tendance à la hausse. Voilà. Et ça c'est l'analyse qu'on peut faire de ce visuel. Ça demanderait vraiment d'être confirmé, d'ailleurs, de manière mathématique derrière, avant de se lancer, là, finalement, déjà un petit peu trop tôt dans la prévision. Alors, qu'est-ce que je peux faire au niveau de cette prévision ? Je vais avoir ici la possibilité de trouver le bon axe temporel sur lequel me baser. Ici, je suis sur le niveau mensuel, donc OK, je fais une prévision mensuelle. Longueur de ma prévision, c'est combien de mois, sur combien de mois je vais aller prédire mes valeurs. Alors ici, le responsable des ventes m'a demandé une prévision à 5 ans, donc je vais demander 60 mois. Non, je ne vais pas le faire parce que ça serait complètement improbable. Et donnez-vous un ordre de grandeur, on ne prédit pas à plus d'un tiers de l'historique. Vous avez 3 ans d'historique, vous pouvez aller à peu près à 1 an de prévision, mais n'allez pas à 2, ni 3, ni encore plus, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc ici, je vais me contenter de prédire 12 mois. Et là, on voit que si je donne juste cette information-là, Power BI me trace une jolie droite, donc il est en fait ici en train de donner la composante de tendance linéaire de mon modèle. Mais j'ai une chose ici qui vient biaiser la prévision, c'est qu'en fait j'ai un chiffre ici pour janvier, j'ai quelques ventes là qui sont enregistrées pour janvier 2017, mais a priori sûrement pas toutes les ventes parce qu'on a vu que il y avait des premiers janvier, des premiers trimestres avec énormément de ventes. Donc ici je vais lui dire que j'ignore la dernière valeur, ça c'est important parce que ça va me permettre de ne pas fausser ma prévision à partir de données qui seraient incomplètes. Voilà. On pourrait même faire plus, on pourrait se dire, j'ignore carrément les 12 ou 13 derniers mois pour me dire que j'ai envie de me baser sur des tendances sur un historique plus robuste. Quand est-ce qu'on ferait ça ? Par exemple, sur une année 2020, où sur énormément de phénomènes économiques, on va avoir des tendances un historique de données qui n'aura absolument rien à voir avec ce qui a été fait avant. Si vous voulez faire de la prévision, vous avez peut-être intérêt à faire sauter l'année 2020 et à vous baser sur ce qui s'était fait avant. Voilà. Mais là, on rajoute une 3e composante dans nos modèles, qui est une composante macroéconomique, qui est beaucoup plus compliquée à mesurer.
Donc ici, voilà, je retire juste le dernier point parce que je sais que mes données sont incomplètes. Et ici, je vais donner le caractère saisonnier. Alors, je suis en mois, hein, donc c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas sélectionner ici le même menu déroulant, mais bon, voilà, on se dit qu'on est dans la même unité. Et donc, je vais lui dire que c'est tous les ans, sur une année, qu'on effectue une saison. Donc, on a les mêmes phénomènes qui se répètent. Et à partir de là, hop, vous voyez que directement, les effets saisonniers sont réinjectés. Alors, de manière additive ou multiplicative, j'en ai absolument aucune idée, et ça c'est la limite de la boîte noire qu'on est en train d'utiliser, mais on a réussi à réinjecter ici cet effet de creux et de bosse. Et une fois que j'ai ça, je peux aller regarder l'infobulle que j'obtiens, et je me rends compte que on me donne ici bien une prévision, et on me donne des bornes. Et là, rappelez-vous de ce que j'ai présenté en introduction, je vous ai présenté des moyennes, je vous ai présenté des échantillons, et à chaque fois je vous ai dit, attention, il va falloir encadrer ça dans un intervalle de confiance. Et bien ici, c'est pas tout à fait un intervalle de confiance, c'est même, disons, encore plus grand que ça, on va dire. C'est ce qu'on appelle un intervalle de prévision. Donc cet intervalle de prévision, il a une autre formule, je l'ai mis dans les documents, mais il a surtout cet effet caractéristique de s'agrandir avec le temps. C'est-à-dire que plus je prédis loin, plus je vais être incertain sur ma prévision et plus mon intervalle sera grand. À la fin, il sera tellement grand que si ça se trouve, vous passerez dans des valeurs négatives. Donc méfiez-vous, allez toujours regarder, une fois que vous avez fait votre prévision, allez toujours regarder les valeurs de l'intervalle. Peut-être que pour mon fameux directeur des ventes, si je lui dis, OK, dans un an, tu vas vendre entre 60 et 100, enfin tu vas faire entre 60 et 120 millions de chiffre d'affaires, il va me dire, OK, mais autant que je joue au loto ou que je fasse du lancer de pièces pour faire du pile ou face, ça ne m'apporte pas beaucoup plus d'informations. Voilà, donc 90 ici, mais attention, dites-vous bien que ce 90, c'est juste un centre et qu'on est dans un intervalle de 60 à 120. Et même une fois qu'on a dit ça, même une fois qu'on a dit 60 à 120, on peut encore se tromper. C'est ce qu'on appelle le risque d'erreur ou à l'inverse l'intervalle de confiance. Ici, j'ai choisi d'avoir un risque de me tromper 5 fois sur 100. Donc quand je vais voir mon directeur des ventes, quand je lui dis tu vas faire entre 60 et 120 millions de chiffre d'affaires dans un an, je croise les doigts parce qu'en fait, la prévision que je viens de lui donner, 5 fois sur 100, elle échouera. Donc si je veux avoir encore plus de rigueur, je peux monter à 99%. Et si vous avez bien compris du coup là où je voulais en venir, si je veux être certain de si je veux avoir moins de risques de me tromper, il faut que je prenne des intervalles encore plus grands. Et donc on voit qu'on est passé ici de 53 à 129. On a élargi l'intervalle pour avoir encore plus de chances d'avoir raison. Si je devais faire une métaphore footballistique pour expliquer ça, si les buts sont plus grands, vous avez plus de chances de marquer. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Si je veux avoir plus de chances d'avoir raison, j'élargis l'intervalle. Si je descends à 75%, voilà, on va voir qu'ici, là où on était tout à l'heure, donc à 60, 120, maintenant on a un intervalle de 74, 107, donc on est plus précis, mais attention, il y a un quart de chance pour qu'on ait dit n'importe quoi en donnant cet intervalle. Donc voilà le mode d'emploi de cet outil à moitié boîte noire, ou en tout cas dans lequel il manque pas mal de paramétrage. Ces paramétrages, vous pourrez les retrouver forcément en faisant du code, en allant chercher des langages comme R et Python. Vous pourrez les retrouver aussi dans l'outil que Joël va présenter là, s'il revient. Je suis revenu. Je suis passé en 4G. J'ai changé, j'ai switché de téléphone. Ouais, là ça a l'air mieux pour t'entendre. Donc je vous assomme pas avec la formule de l'intervalle de prévision, mais dites-vous que attention, c'est pas tout à fait un intervalle de confiance, c'est encore plus large que ça. Et si tu veux, je te passe la main pour que tu montres les derniers éléments qu'on voulait aborder ce soir autour du machine. Alors ce que je te propose, parce qu'on va quand même sécuriser le truc, même si le son est bon, je te propose de passer les slides. Je vais commenter les slides, donc je vais essayer de les commenter. On va passer les slides concernant le machine learning et après je ferai la démo comme ça. On sera sûr d'avoir expliqué les trucs. Ça marche. Merci. Donc, toujours sur Power BI Premium, on a la possibilité de faire du machine learning. Alors, le machine learning, c'est la possibilité d'entraîner, donc d'appliquer un algorithme prédictif à nos propres données afin de pouvoir construire un modèle spécifique, donc à nos données, et faire de la prévision ou faire d'autres sortes
de classification. Donc, le principe, je veux d'abord présenter le principe du machine learning, parce que c'est un concept qui est assez simple à comprendre, et c'est ce principe qui est utilisé dans Power BI, mais c'est aussi ce principe qui est utilisé dans tous les outils de machine learning, en particulier dans Azure Machine Learning. Sauf que Power BI a un petit peu propose peut-être ce qu'on pourrait appeler du self-service machine learning, au sens où il facilite le travail de préparation et d'entraînement du modèle. Il reste toujours la phase d'interprétation, et on a toujours besoin des data scientists et de l'interprétation humaine sur cette partie-là. Donc le principe est le suivant, on part d'un échantillon de données qui correspond à ce qu'on connaît du passé, donc de ce qu'on un historique des données qu'on veut prédire, avec le statut de notre prédiction. On va bien entendu toujours préparer, nettoyer, analyser la donnée, remplir les trous, etc., comme l'a expliqué Paul. Et à partir de là, on va séparer notre échantillon. Généralement, on fait deux groupes, 80% et 20%. Les 80% de l'échantillon servent à entraîner le modèle, c'est-à-dire à choisir un algorithme correspondant au problème qu'on veut résoudre et à l'entraîner avec un certain nombre de paramètres et avec nos données, donc le personnaliser. Et une fois que ce modèle est entraîné, comme il faut quand même valider que ce modèle est bon ou pas, on va le tester sur les 20% de jeux de données restants. Donc évidemment, plus l'échantillon de données est significatif, meilleur sera le modèle final. On est toujours dans de l'IA. On n'a pas vocation à attendre que le modèle soit sûr à 100%. C'est jamais le cas. Si votre modèle est sûr à 100%, ça veut dire que tout votre jeu de données est totalement prédictif, et qu'à ce moment-là, c'est plus de l'intelligence artificielle, mais c'est carrément un algorithme qu'on peut coder de A à Z. Paul, je te laisse passer juste la slide suivante, s'il te plaît. Je vais présenter cette partie-là. Alors ça c'est une partie que je présenterai en fin de démo. Mais en fait, dans Power BI, lorsqu'on va appliquer donc notre modèle de machine learning, avant l'application du modèle de machine learning, une fois qu'il est entraîné, on va avoir un rapport de performance qui est généré en Power BI également, avec un certain nombre d'informations permettant justement d'ajuster un certain nombre de paramètres. Parmi ces informations, je ne vais pas les balayer toutes, mais il y en a une qui est importante, c'est la matrice de confusion. Donc Paul, si tu peux passer à la slide suivante. Donc Paul en a un petit peu parlé tout à l'heure en abordant la notion de faux positif, de faux négatif, etc. Très souvent, dans tous les sujets de machine learning et lorsqu'on est dans de l'analyse prédictive supervisée, ce qu'on appelle supervisée, c'est-à-dire que on sait caractériser le résultat à obtenir. Donc, si on reprend l'exemple du Titanic, ce qu'on veut savoir, c'est si une personne a survécu ou a disparu, ou si une future personne qui aujourd'hui embarquerait à bord du Titanic pourrait survivre ou pas, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Donc, on va... pour analyser ça, on sépare en fait le résultat de notre modèle, puisque ça va être un modèle prédictif, en 4 cases. Les vrais positifs, donc les personnes qui ont vraiment survécu et pour lesquelles on peut dire qu'ils ont survécu à partir de notre modèle. Les vrais négatifs, donc l'inverse, les personnes qui ont disparu et sur lesquelles on a prédit leur disparition. Les faux positifs et les faux négatifs. Et on montre ça sous la forme d'une matrice. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on va essayer de maximiser, bien entendu, les vrais positifs et les vrais négatifs, sauf que selon où on se place, selon où on met le curseur, on va pouvoir aller un petit peu plus vers les vrais positifs ou vers les vrais négatifs, mais on n'aura pas un modèle idéal. Donc, le choix de ce qu'on veut obtenir va dépendre énormément de la problématique concernée et de vraiment des risques d'avoir des vrais positifs ou d'avoir des faux positifs. Si tu peux passer à la slide suivante, juste pour présenter deux petits calculs, parce qu'on
trouve ces notions justement dans le rapport que propose Power BI. Il y a deux notions qu'on utilise beaucoup en data science sur les sujets de machine learning, c'est la précision et le rappel, ou recall en anglais. La précision va être calculée sur les vrais positifs obtenus sur l'intégralité de l'échantillon, enfin de la population prédite positive. Donc là, en l'occurrence, pour le Titanic, c'est le nombre de vrais survivants sur la totalité des survivants qu'on a prédit. Donc ça, c'est une mesure qu'on peut avoir. Et dernier slide, si tu peux passer à l'autre slide. Voilà, le rappel. Donc là, on est sur l'autre axe. C'est toujours les vrais positifs, mais cette fois-ci, c'est les vrais positifs ramenés à l'intégralité des vrais survivants. Donc là, par exemple, on a 64 survivants prédits sur 64 plus 9 survivants réels. Donc c'est ces éléments-là qui vont nous permettre d'analyser le résultat qui va faire Power BI. Donc, je vais essayer de prendre la main, en espérant que ça ne va pas réduire le débit, et de vous montrer ce que ça donne dans Power BI. Hop, on va basculer dans cette partie-là. Paul, si jamais on perd le son ou il se passe quelque chose, tu interviens, tu me le dis. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle, alors pour vous montrer exactement dans quelle partie on est, il y a une partie que je n'ai pas abordée dans la partie Power BI en 3 minutes, parce que ça aurait duré un petit peu plus de 3 minutes, c'est la partie Dataflow. Dataflow, pour vous résumer ça, c'est l'éditeur Power Query dans le service Power BI. Donc en gros, j'ai un jeu de données que j'ai remonté et qui reprend les fameuses données du Titanic, si ça veut bien s'afficher. Et donc, j'ai mes données qui sont ici. Hop. Si c'est rapide, j'ai une requête qui me remonte les données du Titanic. OK. Sur ces données-là, je vais pouvoir appliquer, parmi les actions que j'ai dans ma capacité premium, j'ai ici la possibilité d'appliquer le modèle machine learning. Donc, je vais cliquer dessus. Soit j'ai déjà un modèle qui a été entraîné et donc je peux l'appliquer directement, soit je peux créer de zéro mon modèle de machine learning. Alors, comment ça se passe? Je suis sur ma table passager. Je dis que le champ de résultats à obtenir, c'est si la personne a survécu ou pas. Suivant, Power BI va me permettre de choisir un modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce module qu'on appelle AutoML ou Automated Machine Learning, actuellement propose 2 types de classification et un type de régression. Donc classification, soit de la prédiction binaire, soit de la classification générale, donc quand on a plus de 2 classes à obtenir. Là, on est sur la prédiction binaire, survivant ou pas. Je vais choisir la valeur qui va être ma cible positive. Donc, je veux positiver, je veux savoir si les gens ont survécu ou pas. Et puis, j'ai la possibilité de personnaliser mon étiquette de correspondance. Donc, je vais dire que les survivants, je veux que ça soit écrit survivant dans mon rapport de performance et que les disparus s'appellent disparus. Je vais ensuite sélectionner les données à étudier. Alors, j'ai mon champ de résultats qui est exclu, puisque c'est le champ que je veux deviner. Et parmi toutes les données de mon jeu de données, de mon échantillon, je sais que l'ID du passager, enfin l'ID de l'enregistrement, l'ID technique, ça ne m'intéresse pas. Le nom du passager, je pense que ça ne va pas avoir une grande importance dans la prédiction pour savoir s'il a survécu ou pas. Donc je peux le décocher. Je vais garder la classe, je vais garder le sexe, je vais garder l'âge, je vais garder le fait qu'il ait des parents, des enfants, ou des cousins, tantes, oncles à bord. Je vais lever les références tickets et cabines. Et je vais garder que ces éléments-là pour ma prédiction. Je vais nommer mon modèle. Donc à partir de là, Power BI ne me demande plus grand-chose. Il me demande de nommer le modèle
Titanic, de donner une description. Et que va faire Power BI à partir du moment où je vais cliquer sur enregistrer et entraîner? Il va commencer à entraîner le modèle et il va commencer à travailler en parallèle avec tous les algorithmes correspondant à de la prédiction binaire. Donc il va essayer de scorer les algorithmes les uns après les autres. Et au bout d'un moment, il va me donner l'algorithme qui va être le meilleur et il va proposer d'entraîner ce modèle avec l'algorithme qui a été choisi. Donc durée d'entraînement, plus vous entraînez un modèle, meilleur sera le résultat. Par défaut, il vous propose une durée d'entraînement de 2 heures. Vous pouvez aller de 5 minutes pour tester la fonctionnalité jusqu'à 3 heures. Là, je ne vais pas faire la manipulation, je l'ai déjà faite. Donc, même, on va même pas se tester 5 minutes, je ne vais pas vous tenir 5 minutes là-dessus. Et Power BI explique en effet que ce modèle, on a 80% du modèle qui permet d'entraîner le modèle et on a 20% qui permettent de le tester. Donc là, je ne vais pas faire la manipulation, on va juste voir quel est le résultat. Donc au niveau des entités, puisque les entités étant les tables de mon Dataflow, si je prends l'exemple de Titanic Demo ici, je vais voir que automatiquement, une fois que j'entraîne le modèle, ce que va faire Power BI, c'est qu'il va déjà me splitter mon échantillon en 2 tables, Titanic Demo modèle Training Data et Testing Data, donc les 80%, les 20%. Les éléments que vous voyez là, Passenger, Enrich, Titanic Demo Model et Explanations, c'est le résultat final. Donc c'est une fois qu'on a entraîné le modèle et qu'on a appliqué le modèle à de nouvelles données. On peut appliquer le modèle à toutes nouvelles données du moment qu'elles ont la même structure que l'échantillon qu'on a au départ. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir quel est le rapport d'entraînement qui est généré par Power BI une fois qu'il a entraîné le modèle. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, on a un rapport en 3 onglets, Modèle Performance, Accuracy Report et Training Detail. On voit ici qu'on retrouve la matrice de confusion. Donc, on voit le nombre de personnes se trouvant dans les différentes catégories. On voit le chiffre de la précision et du rappel. Et on a un seuil ici, sachant que ce seuil, on peut le régler. Ça va être un paramètre de l'application du modèle. On peut réentraîner le modèle également par rapport à ces paramètres-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire jouer ce seuil et voir le résultat au niveau de la précision, au niveau du rappel, puis au niveau du nombre de personnes qui vont être prédites survivantes ou disparues. Donc typiquement, là, je suis à 50%. Si je me rapproche de la partie rappel, je vais évidemment avoir une réduction très forte du nombre de personnes on aura une augmentation des vrais positifs, mais une diminution systématique des faux négatifs. De la même manière, si je me mets de l'autre côté de la balance, les chiffres vont changer en conséquence. Généralement, la bonne valeur par rapport à ce que vous voulez obtenir, elle se situe quelque part au milieu, pas forcément à 50%, mais il faut faire quelques essais pour avoir une information et un modèle cohérent. Le chiffre que vous voyez en haut, je vais vous l'expliquer juste après. Le deuxième élément qu'on a dans le modèle de performance, et je vous avoue de suite qu'il n'est pas adapté à l'exemple du Titanic, c'est l'analyse du coût-bénéfice. En gros, si à la place imaginez qu'à la place des données du Titanic, ma problématique, c'est ma boîte veut lancer un service en abonnement et je veux optimiser évidemment le nombre de personnes qui vont s'abonner dans les mois à venir. Donc j'ai une population cible que je peux mettre à, par exemple, je veux atteindre 10 000 personnes. J'ai un coût unitaire
donc le coût réel que va me coûter l'abonnement, un nouvel abonné. Donc, je le mets arbitrairement à 10, à 1, peu importe. Et j'ai ici l'unité de bénéfice. Donc, par exemple, je me dis, chaque fois qu'une personne s'abonne, mon bénéfice est de 2. Alors, imaginez que ce soit 2 euros, 2 $, ou peu importe, ou une unité quelconque. Mais ça me permet d'avoir cette courbe-là et de savoir à quel niveau. Donc, j'ai des informations concernant le pourcentage de population concernée. Et pour chaque point de cette courbe, j'ai le profit et le coût. Donc, en fonction de ces éléments-là, je peux régler les paramètres pour un coût, un bénéfice optimal, un coût minimal et une population cible. Donc ça, c'est des éléments, des critères. C'est là où on s'aperçoit que même si Power BI a fait un petit peu le job et nous a aidé un peu, on a toujours besoin de quelqu'un pour interpréter ces données derrière. Très rapidement, sur les 2 derniers onglets qui sont présentés, l'Accuracy Report nous indique la précision. Alors, en français, ça se traduit aussi par précision, un peu comme precision, mais c'est une information différente. C'est le pourcentage que vous aviez sur la première page également. C'est le pourcentage de surface en dessous de ce qu'on appelle la courbe ROC pour Received Operating Characteristic, qui est cette courbe-là. En quelque sorte, cette courbe, sans aller dans le détail mathématique, c'est une courbe qui explique l'optimisation de notre modèle. En gros, si cette courbe, si toute la surface en dessous de cette courbe était très très proche des 100%, c'est-à-dire ici en axe des X, j'ai le pourcentage de faux positifs et j'ai le pourcentage de vrais positifs ici, bah, ça voudrait dire que pour 100% de vrais positifs, j'ai 0% de faux positifs, etc., etc., etc. Donc j'aurai quand même une courbe idéale. Donc en gros, cette courbe nous permet de dire, plus on a une courbe qui va se rapprocher de la pointe ici, et plus notre modèle va être vraiment efficace. La diagonale étant le G2D, c'est-à-dire l'endroit de la courbe le moins spécifique et correspondant au modèle le plus mauvais possible. Et enfin, troisième élément qui va nous permettre, qui est un petit peu réservé là, je pense aux data scientists, je ne sais pas ce que tu en penses, Paul, mais en gros, là, on va savoir exactement quel est l'algorithme qui est l'algorithme qui a eu le meilleur score parmi tous les algorithmes testés. Donc on sait qu'il y a eu 32 itérations, que c'est cet algorithme-là qui a été choisi, et on voit ici les différents algorithmes avec chaque fois le score de chacun. Donc là, ça parle un petit peu plus aux data scientists qu'aux simples mortels, mais ça permet de voir pourquoi cet algorithme qui se trouve là a été choisi avec un scoring de 0,87, avec chaque fois le nombre d'itérations. Et on a quelques informations complémentaires nous permettant de dire comment, à partir de quel champ a été entraîné le modèle. Donc juste pour terminer sur cette partie machine learning, je voulais vous présenter le résultat, un exemple de résultat de machine learning. Une fois qu'on a appliqué le modèle à notre liste de passagers du Titanic, par exemple, ou un échantillon de liste de passagers du Titanic, on peut s'amuser d'ailleurs à mettre nos propres caractéristiques pour voir si on aurait survécu ou pas au bord du Titanic. On a un certain nombre de champs ici. On a une prédiction qu'on voit là. On a un score. Donc on sait que par rapport au score, là j'ai choisi de scorer en négatif tout ce qui est score en dessous de 50. Et au-dessus de 50, c'est du positif. Donc on a le score exact. Et on a une information supplémentaire ici qui est sous la forme d'un champ composé, qui est l'explication de la prédiction.
Alors, pour voir plus clairement l'explication de la prédiction, on peut aller sur une autre table qui est générée par rapport à cette première table, qui est la deuxième table. On peut se baser sur un enregistrement, par exemple, je vais prendre celui d'index 2. Et là, on peut voir en détail quels sont les éléments pondérés qui ont permis d'arriver à cette prédiction. Donc on voit que par exemple le sexe a énormément, le choix du sexe masculin au féminin a énormément contribué au fait que la personne ait survécu. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une femme et on a une contribution qui a un pourcentage en fait, qui est de 97,4. En revanche, on voit que l'âge a une contribution bien moindre, puisque c'est en négatif, c'est moins 52%. Et pareil pour les autres critères. Et au final, on a une valeur attendue qui était la valeur de seuil attendue d'environ 50%. Donc on voit là qu'on a tous les éléments nous permettant d'expliquer ce qu'a fait Power BI et comment le modèle a été entraîné. On a la possibilité, bien entendu, de réentraîner ce modèle. On le voit juste là, juste pour terminer. Quand on est ici, le modèle apparaît dans la partie modèle machine learning et on peut en effet soit le réentraîner, soit voir le rapport que je vous ai montré jusqu'à présent, soit appliquer ce modèle à des nouvelles données. Donc, il suffit de cliquer là, de sélectionner la table sur laquelle on veut appliquer ce modèle, de changer le nom de sortie des nouveaux champs et éventuellement de changer le seuil entre 0 et 1, à partir duquel on considère que les données sont positives. Voilà, Paul, je te laisse conclure et reprendre la main pour conclure. Oui, merci Joël. Allez, juste une ou deux diapos pour terminer cette soirée de démo autour de toute l'exploration de données. Alors, est-ce que le partage revient? Ok. Hop, c'est bon, c'est revenu. Tout ce que Joël vous a montré autour de l'automated ML, alors c'est vraiment quelque chose que Microsoft est en train de développer et pas uniquement dans Power BI Premium. Donc c'est pour ça que je vous ai arrêté là juste sur cette diapo-là, où je vous montre l'interface à nouveau de ce qui s'appelle Azure Machine Learning. Et vous voyez qu'ici, vous pourriez finalement très bien imaginer des scénarios où certaines personnes travaillent dans ce portail Azure Machine Learning, entraînent, comme l'a dit Joël, un modèle et fournissent uniquement ce qu'on appelle un point de terminaison. Donc ça, c'est une URL, c'est une API REST. On lui pose une question, c'est-à-dire on lui envoie les caractéristiques du passager qui monte à bord du Titanic et automatiquement, l'URL renvoie la prévision de ce qui arrivera à cette personne. Et vous pouvez très bien réintégrer ensuite, dans un projet Azure et Power BI, vous pouvez très bien réintégrer ce point de terminaison directement dans Power BI Premium, donc sans avoir à faire toutes les opérations de définition du modèle, d'entraînement et voire d'analyse, comme a pu montrer Joël, mais vraiment juste en l'utilisant comme un outil tout fait. Dans le support que vous trouverez je vous rappelle sur le GitHub, avec d'ailleurs les archives de tous les autres supports depuis le premier meetup du Club Power BI, vous aurez un chapitre sur les fonctions DAX, parce qu'il y a quelques petites fonctions sur lesquelles on peut s'arrêter quand on creuse vraiment les choses de manière statistique, mais je vais pas les aborder maintenant, et juste conclure sur cette matrice là qui nous aura accompagné toute la soirée. Donc rappelez-vous, si vous abordez vos données, la qualité c'est primordial, mais une fois qu'on a mis en qualité notre jeu de données, on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur, on va chercher à résumer les informations, faire de la synthèse, puisqu'en fait les personnes qui attendent des résultats de notre part attendent aussi un résultat qui finalement soit lisible, donc on va falloir qu'on condense cette information-là, et éventuellement qu'on rajoute une étape prédictive, voire prescriptive dans notre analyse. Et pour tout ça, donc tout ce qui est en noir ici, on vous a quasiment tous montré à l'exception du clustering, mais qui sera aussi dans les fichiers dispo dans le GitHub. On vous a présenté toutes ces fonctionnalités-là côté Power BI. Rappelez-vous que vous pouvez aller plus loin après avec des langages de statistiques, mais aussi en maîtrisant un petit peu plus les méthodes qui sont derrière tout ça.
On va, hop, il est presque 8h moins 10. Si j'avais quand même une dernière conclusion, et puis on vous laissera peut-être quelques mots ou chat pour des questions. Rappelez-vous qu'on ne trouve pas toujours de résultats. Voilà, c'est toujours décevant. On a l'impression que finalement, si on fait ce métier, c'est pour trouver des pépites d'or dans dans des charges de données. C'est pas toujours le cas. Et rappelez-vous que parfois, l'absence d'information, c'est déjà une information en soi. Ça peut vous consoler. Bon. Pour pas finir quand même sur cette diapo, est-ce que vous avez... Alors, on demande des pizzas. Non, malheureusement, pas de pizza, pas de bière. On a eu beaucoup de fritures sur la ligne déjà. Ah ouais, je suis vraiment navré. Non, mais voilà, vous pourrez reprendre le replay. On verra comment est passé le son sur le replay. On sait jamais. Bon, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, voilà, prenez les diapos, prenez les fichiers qui sont sur le Git. On peut répondre à quelques questions si vous voulez, on peut se donner 5 minutes là, si ça passe dans le chat. Jean-Pierre a mis un petit formulaire en ligne aussi, vous pouvez tester cette fonctionnalité Teams. Elle commence à être un peu loin dans les commentaires, mais voilà, on va essayer de relire ça. Je ne sais pas si toi, Joël, tu as vu passer Il y a eu un beau débat entre Jonathan et Corentin sur ce qu'on appelle un citizen data scientist ou data scientist plutôt développeur. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise plutôt des interfaces toutes faites ou est-ce qu'on code? Je pense qu'on a là pour 2 heures de débat, là. Au moins. Non, mais après, juste pour donner mon opinion, alors je ne suis pas data scientist, on est d'accord. Moi, je suis plutôt côté drag and drop. Maintenant, comme je l'ai montré dans la partie AutoML, tout ce qui est automatisé va permettre de faciliter la vie de la personne qui au final mettait plusieurs heures de lignes et plusieurs lignes de code pour faire ceci. Et la limite, c'est toujours que effectivement, tout ce qui est automatisé et guidé, il y a des paramètres. Maintenant, on n'a pas la main sur tous les paramètres. Exemple, l'échantillonnage, la séparation, le split en 80-20%. Je pense, Paul, tu peux peut-être me donner ton avis, mais je pense que vous n'avez pas systématiquement, tous les data scientists ne font pas systématiquement cette séparation-là en fonction du jeu. Donc là, on a quand même un split qui est une proportion de split qui est totalement imposée. Donc c'est les limites de l'automatisation. Le meilleur conseil que moi je pourrais vous donner, c'est soyez critique vis-à-vis des données, soyez critique vis-à-vis des méthodes. Même voilà, prenez le temps de maîtriser ces méthodes pour voir comment elles sont implémentées à travers n'importe quel outil que vous allez utiliser. Hein. Si vous faites du R ou du Python, vous utilisez aussi des librairies qui sont, alors effectivement, construites par des gens qui s'y connaissent et relues par d'autres personnes qui s'y connaissent aussi. Mais voilà, ça mérite voilà, d'être vraiment critique sur tout ce qu'on fait dire aux chiffres. Et parce que pensez bien que des décisions seront prises derrière. Hein. On le voit au quotidien en ce moment, on est brevet de chiffres et on voit qu'il voilà, y a des prises de décisions qui en découlent. Donc voilà, soyez exigeants vis-à-vis de vous-même sur toute cette production d'informations à partir des données chiffrées. Je remets peut-être, juste pour vous rappeler les dates. Est-ce que je les avais? Voilà, c'est la prochaine, elle est ici. Ça vient vite, c'est lundi prochain et c'est un petit peu plus tard pour avoir le décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande. 20h30, animé par Tristan et Jean-Pierre avec Reza Rad pour parler dataset et dataflow. Vous avez vu un tout petit bout de dataflow avec Joël ce soir. Donc belle problématique, beau débat aussi en perspective. Ouais, si vous voulez réviser, on a parlé aussi de Dataflow au dernier meet-up de Marseille, donc allez sur la chaîne YouTube du Club Power BI et retrouvez ce meet-up-là. La question est passée aussi plusieurs fois, comment s'inscrire pour, on a parlé de la date du 6 juin du Power Saturday, comment s'inscrire, suivez le groupe Meetup. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a une URL powersaturday.fr, ça marche ça? Powersaturday.fr, powersaturday.com, mais aujourd'hui c'est pas encore ouvert. L'agenda devrait fuiter demain ou après-demain. Parfait. Donc restez à l'écoute de nos réseaux.
Vous pouvez suivre Meetup, mais le mieux c'est Twitter, c'est là où on est le plus réactif pour annoncer les inscriptions et les conférences. Ouais, il existe un compte du Club Power BI, mais aussi un compte du Power Saturday. Eh ben, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à ce Teams. On a dépassé les 100 personnes à un moment. Je n'ai pas suivi après le compteur, mais voilà, merci à tous. Il y a une question d'Elisabeth que j'ai perdue dans le chat. On va essayer de la rattraper. La partie cognitive service peut-elle être connectée à un environnement Azure ML Studio? Alors, pas tout à fait. Hein. Les cognitive services, on peut récupérer des cognitive services, on peut s'inscrire à des ressources cognitive services sur Azure, utiliser ce jeton, enfin, c'est l'authentification qu'on va avoir et l'intégrer dans du code M pour directement l'utiliser dans Power BI. Je vais mettre juste l'URL de mon Git. Il y a un petit exemple que vous pourrez récupérer qui fait ça. C'est bien des modèles de machine learning, donc qu'on entraîne soi-même et pas des cognitive services déjà tout faits qu'on va faire dans Azure ML Service. J'espère que je réponds à la question. Si tu veux compléter, Joël. Non, aujourd'hui, dans Power BI, du moins, les cognitive services que je vous ai présentés, enfin que j'ai essayé de vous présenter, pardon, sont assez limités. Enfin, il y a quatre cognitive services qui peuvent être appelés, 3 pour le texte et 1 pour l'explication d'image. Je pense que les équipes vont rajouter au fur et à mesure des cognitive services, mais il se trouve que ce sont des cognitive services qui sont orientés préparation et explication de données, donc qui sont appelés dans les étapes de Power Query. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on a un nombre un petit peu limité par rapport à tout ce qui est disponible dans Azure. Mais si vous voulez le faire sans licence premium, mais par contre avec un jeton de ressources Azure, hop, voilà. Là c'est le lien exact vers le petit bout de script qui vous permettra d'intégrer un cognitive service directement sous forme de script M. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout pour les plus courageux. Et à très bientôt. Merci à toi, Joël. Merci. Au revoir et bonne soirée à tous.